Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient certains termes psychologiques? Eh bien, des histoires anciennes et même des personnages de dessins animés ont inspiré des concepts qu'on utilise encore aujourd'hui. On va décortiquer ensemble tout un éventail de complexes psychologiques assez fascinants et on va commencer par la manière dont on se perçoit soi-même. Alors, pour débuter, on va explorer les complexes, qui, en quelque sorte, brouillent notre perception de nous-mêmes. Il s'agit de situations où l'image qu'on a de soi ne colle pas du tout à la réalité, ce qui peut mener à des comportements et des émotions assez extrêmes. Imaginez un instant ressentir au plus profond de vous que vous êtes destiné à sauver le monde. C'est vraiment ça, l'essence du complexe du Messie. Les personnes qui vivent ça ne se contentent pas d'aider les autres, non, elles ont ce besoin presque viscéral d'être vénérées et sont persuadées d'avoir une mission unique pour transformer la société. Dans le même esprit, mais peut-être un cran au-dessus, on trouve le complexe de Dieu. Attention, ce n'est pas juste un excès de confiance, c'est la certitude absolue d'être infaillible, supérieur et carrément au-dessus des lois qui s'appliquent à tout le monde. Ça s'accompagne souvent d'une arrogance folle et d'un manque total d'empathie. Maintenant, passons à la perception du corps avec le complexe d'Adonis. C'est une forme de dysmorphie musculaire où une personne, même si elle est objectivement très musclée, se voit dans le miroir comme faible, presque chétive. C'est une vision de soi complètement déformée et qui devient une véritable obsession. Et ce qui est terrible, c'est que ce complexe peut mener à un isolement social très sévère et même à des dommages physiques importants parce que tous les autres aspects de la vie sont mis de côté au profit de l'entraînement. Le complexe de supériorité, c'est un mécanisme de défense vraiment fascinant. De l'extérieur, la personne a l'air arrogante, sûre d'elle, mais en réalité, sous cette carapace, il y a une insécurité immense. Cette attitude de supériorité, c'est juste un masque pour cacher un sentiment profond d'infériorité. Et à l'inverse, quand ce sentiment d'infériorité n'est pas masqué, il peut pousser à surcompenser. Ça peut se traduire par une recherche constante d'attention, une compétitivité à outrance ou même de l'agressivité. Tout ça pour essayer de combler des failles qui souvent n'existent que dans sa tête. Donc si on résume, la différence clé entre les deux, c'est vraiment une question d'expression. Le complexe de supériorité, c'est le masque qu'on met à l'extérieur pour cacher l'insécurité, alors que le complexe d'infériorité, c'est le sentiment intérieur qui pousse à en faire trop pour compenser. Ok, on a vu comment la perception de soi peut être déformée. Maintenant, voyons comment ces complexes peuvent jouer sur notre ambition, nos peurs et notre rapport aux responsabilités. On va voir que ça peut soit nous pousser à agir de manière, disons, agressive, soit au contraire nous paralyser complètement par la peur de réussir. Et ce qui est assez drôle avec le complexe de Napoléon, c'est que même s'il est inspiré de Bonaparte, les historiens s'accordent à dire qu'il était en fait de taille tout à fait moyenne pour son époque. Comme quoi. Celui-ci est plus subtil, la peur de réussir. Le complexe de Jonas, c'est quand on a peur d'atteindre son plein potentiel. Ça peut venir de la peur de sortir de sa zone de confort, d'attirer l'attention, ou simplement de la peur des responsabilités qui viennent avec le succès. On connaît tous quelqu'un qui refuse de grandir, non? Eh bien, c'est le cœur du complexe de Peter Pan. Ces personnes fuient activement les responsabilités de la vie d'adulte, préférant un quotidien insouciant, et finissent souvent par dépendre des autres, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Alors, un point très important à souligner ici. Même si c'est une expression très populaire, le complexe de Peter Pan n'est pas un trouble officiellement reconnu, ni par l'Organisation mondiale de la santé, ni dans les manuels de diagnostic. Le complexe de Superman, c'est ce sentiment écrasant de responsabilité qui pousse quelqu'un à croire qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation et à devoir tout gérer. Le résultat, c'est qu'il accumule de plus en plus de travail, persuadé que les autres sont tout simplement incapables de réussir. Bon, on a vu comment les complexes peuvent affecter notre vision de nous-mêmes. Maintenant, tournons le regard vers l'extérieur. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser aux complexes qui déforment notre perception des autres et de leurs intentions. Le piège terrible avec le complexe de persécution, c'est que ça devient souvent une prophétie auto-réalisatrice. À force de se montrer hostile envers un persécuteur imaginaire, on peut finir par provoquer une réaction réellement hostile de sa part. Ici, on quitte la simple jalousie pour entrer dans le domaine du délire. Le syndrome d'Othello, c'est cette conviction absolue et sans fondement que son partenaire est infidèle. Ça mène à des pensées obsédantes et à des comportements de contrôle extrêmes comme surveiller constamment l'autre ou limiter sa liberté. Et ce n'est pas un hasard si ce syndrome porte ce nom. Il vient tout droit de la pièce tragique de Shakespeare, où une fausse croyance, nourrie par la jalousie, mène à une véritable catastrophe. Le syndrome du héros, c'est un besoin maladif d'être perçu comme un sauveur. Le problème, c'est que dans les cas les plus extrêmes, ces personnes peuvent aller jusqu'à créer elles-mêmes une situation dangereuse, juste pour pouvoir la résoudre et obtenir la reconnaissance qu'elles convoitent tant. Pour notre dernière partie, on va aborder des complexes qui ne sont pas seulement personnels, mais qui sont aussi profondément ancrés dans nos histoires, nos mythes, notre culture. Ces concepts viennent souvent de la littérature ou de la psychanalyse et ont un vrai impact sur les attentes de la société.
Un grand classique de la psychanalyse, bien sûr. Nommé d'après le mythe grec, Freud voyait le complexe d'Oedipe comme une étape tout à fait normale du développement, qui, dans la plupart des cas, se résout naturellement avec le temps. L'idée derrière le complexe de Cendrillon, c'est que ce désir d'être prise en charge vient souvent d'une éducation qui enseigne qu'une femme a besoin d'un sauveur, au lieu de lui apprendre qu'elle est parfaitement capable de changer sa propre situation. Celui-ci un peu plus complexe. C'est une sorte de court-circuit intérieur où une personne n'arrive pas à fusionner l'amour et le désir. Elle va classer les partenaires potentiels en deux groupes, les purs, qu'elle peut aimer mais pas désirer, et les impurs, pour qui elle peut ressentir du désir mais pas d'amour. On imagine bien que ça crée un obstacle énorme pour construire une relation épanouie. Alors, après avoir fait le tour de tous ces complexes, du Messie à Cendrillon, une question se pose. Est-ce que ces étiquettes nous aident vraiment à mieux comprendre le comportement humain, ou est-ce qu'elles ne font que mettre des gens complexes dans des boîtes un peu trop simples? Au fond, ce qu'on peut retenir, c'est à quel point nos perceptions, nos peurs et même nos histoires culturelles nous façonnent. Ça laisse à réfléchir, non?